Bonjour. Dans cette première vidéo, on va essayer de étudier la première partie de ce chapitre. Le dernier chapitre de la thermodynamique est intitulé Machines thermiques. Les machines thermiques sont utilisées dans tous les domaines. On les trouve aussi dans notre vie courante. On a les climatiseurs, les réfrigérateurs, euh, les moteurs d'automobile. C'est aussi des machines de machines thermiques. Euh, Dans ce chapitre, on se propose d'étudier les machines thermiques en utilisant le bagage qu'on a dans le chapitre précédent, c'est-à-dire les principes de la thermodynamique, l'équation d'état des gaz parfaits et euh, les transitions de phase. Pour ce faire, on va commencer tout d'abord euh, quelques définitions. On définit une machine thermique comme étant un système qui échange de l'énergie avec l'extérieur de manière cyclique. C'est-à-dire qu'une machine thermique, c'est tout système qui subit un ensemble de transformations et l'ensemble de transformations trace une courbe fermée. Par exemple, dans le diagramme PV, si on trace l'ensemble des transformations, on trouve un cycle. Un cycle, c'est-à-dire une courbe fermée, c'est-à-dire que l'état final, c'est l'état initial. Euh, Tout système qui subit cette définition, c'est une machine thermique. Le but historique de la thermodynamique, c'est d'augmenter l'efficacité de ces machines, c'est-à-dire consommer moins d'énergie ou donner plus d'énergie, un pourcentage plus grand d'énergie consommée. Une machine peut être ditherme ou monotherme, selon le nombre de sources de chaleur dont l'énergie thermique se fait. Si la machine échange de l'énergie thermique avec une seule source de chaleur, alors c'est une machine monotherme. Alors que l'idée dite ditherme, c'est il échange de la chaleur avec deux sources. Di, c'est deux sources. Mono, c'est une seule source. Il faut faire la différence entre une machine monotherme et une transformation monotherme. Machine monotherme est l'échange de l'énergie avec une seule source, alors qu'une transformation est monotherme, c'est la température du système est égale à la température de milieu extérieur à tout instant de cette transformation. On dit aussi que la machine est idéale si toutes les transformations sont réversibles. On a dit que le système dans une machine subit un ensemble de transformations. Si toutes les transformations sont réversibles, la machine est idéale, alors que si une des transformations était réversible, la machine est réelle. Voici une schématisation des machines qu'on a dit. On a une machine ici qui échange de la chaleur avec une seule source. Et donc, c'est une machine monotherme. Alors qu'ici, on a une machine ditherme, car elle échange de la chaleur avec cette source-là et avec cette source. Généralement, la température des sources est très différente, sont très différentes, donc on aura une source froide et une source chaude. Et donc, un échange thermique qu'on note généralement QC, Q chaud et Q froid. Alors que dans tous les cas, le système peut échanger de travail avec l'extérieur. On a dit que la machine comporte un ensemble de transformations. Cette transformation peut être présentée dans un diagramme, soit PV de Clapeyron, soit TS, c'est-à-dire température en fonction d'entropie, soit le volume en fonction la pression en fonction de volume. C'est quoi l'intérêt de chaque diagramme? Dans le diagramme PV, l'aire du cycle, c'est-à-dire la surface euh, qui est entourée par le cycle, représente la valeur absolue du travail. Pourquoi? Car l'expression du travail de la force de pression, c'est l'intégrale de moins P dV.
Si on prend la valeur absolue, c'est l'intégrale de P dv. L'intégrale de P dv, et donc c'est comme l'intégrale de f de x dx. Et l'intégrale de f de x dx, c'est la surface en dessous de cette courbe-là. On a ici, le cycle, c'est une courbe fermée. Et donc, l'aire de cycle, c'est la valeur absolue du travail. De même pour TS, le diagramme TS, l'aire de cycle dans un diagramme TS représente la chaleur, la valeur absolue de la chaleur. La chaleur totale, bien sûr, échangée avec les deux sources, c'est-à-dire la chaleur totale ici, c'est Q1 plus Q2, le module de la somme. Pourquoi? Car Q, pour une transformation réversible, c'était ds, car ts, c'est dq sur t, si la transformation, bien sûr, est réversible. Et donc, Q, c'est l'intégrale de t ds, et de même, c'est l'intégrale d'une fonction fois une variable, et donc c'est l'aire de la surface limitée par le cycle. À partir de diagramme PV, on peut classifier les machines thermiques. Premièrement, on s'intéresse presque toujours dans ce chapitre à des machines dithermes, c'est-à-dire qui échangent de l'énergie avec deux sources et non pas à une machine monotherme. Le premier exercice du TD, c'est la machine monotherme. On va parler sur cette machine-là après. Et l'étude détaillée va être faite dans le premier exercice. Alors que la majorité des systèmes ou des machines étudiées sont des systèmes ou des machines d'ITER. Dans un diagramme PV, la classification des machines d'ITER, une machine peut être motrice ou réceptrice selon le travail. Si elle génère du travail ou donne du travail au milieu extérieur, c'est une machine motrice. W total est négatif. Et donc, la machine donne du travail à l'extérieur. Et il est réceptrice, c'est W est positif. Donc, le système reçoit du travail. Reçoit du travail, donc il faut donner du travail à cette machine-là pour fonctionner. Généralement, le travail qu'on donne à une machine, c'est de l'électricité, c'est un travail électrique, alors que le travail généré, c'est un travail mécanique. Par exemple, dans un moteur d'automobile, le travail généré, c'est un travail mécanique qui permet de faire bouger l'automobile. Alors que dans un réfrigérateur ou dans un climatiseur, ce sont des récepteurs. On donne du travail à la machine pour fonctionner, c'est sous la forme d'électricité. Pour connaître est-ce qu'une machine est motrice ou réceptrice à partir d'un diagramme, généralement on utilise le diagramme PV car on a ici le travail. Et le diagramme PV, sa surface représente le travail total. Et donc, on peut connaître le signe du travail à partir du sens du cycle. Si le sens du cycle est le sens horaire, c'est-à-dire comme ceci, la machine est motrice. Alors que si le sens est le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens opposé, la machine est réceptrice. On a deux sens, un sens horaire, comme les aiguilles d'une montre, c'est le sens horaire, la machine est motrice. Alors que le sens trigonométrique, c'est le sens des angles dans un cercle, par exemple, trigonométrique. Donc, la machine est réceptrice. Pour quantifier une machine, on utilise une notion appelée rendement ou efficacité. Principalement le rendement noté état est pour les moteurs et l'efficacité noté ρ ou E pour les récepteurs. Eta est noté aussi R pour rendement. Eta ou
où ρ sont définis de manière générale sous la forme de l'énergie utile sur l'énergie consommée. L'énergie utile sur l'énergie consommée. On va essayer de détailler cette définition pour chaque type de machine. Pour les machines motrices, une machine motrice donne du travail. Pour qu'il donne du travail, il doit recevoir de l'énergie thermique à partir de la source chaude pour donner du travail. C'est par exemple dans un moteur d'automobile, la combustion ou l'explosion qu'on a à l'intérieur du cylindre, c'est la source chaude et il génère une quantité de chaleur grande et une partie de cette quantité de chaleur nous donne du travail mécanique, alors que le reste va être cédé à la source froide qui est pour un moteur l'atmosphère. Et donc, l'énergie utile pour nous, c'est le travail, car c'est un moteur, c'est W, alors que l'énergie consommée, c'est QC, c'est l'énergie reçue à partir de la source chaude. Et toujours état et ρ sont positifs, donc on prend la valeur absolue. Le système reçoit QC, donc QC est positif, mais elle donne W, donc W est négatif. W est négatif et QC est positif, donc on met un moins pour avoir une grandeur positive. Pour une machine réceptrice reçoit du travail pour soit refroidir la source froide et chauffer la source chaude. Si on n'a pas du travail, la transformation, euh, la transformation spontanée, c'est l'échange du chaleur de la source chaude vers la source froide. Mais on donne du travail pour faire l'inverse. Et on a deux cas pour les machines réceptrices. Soit on a une pompe de chaleur, et donc on s'intéresse à chauffer de plus la source chaude. Et donc, la grandeur utile, c'est QC. Et toujours l'énergie consommée, c'est W. W, c'est positif car elle est reçue par le système, mais QC est négatif, elle est perdue par le système, donc on met un moins QC sur W. On a un autre type de machine, c'est les machines frigorifiques. C'est comme un frigo. Pour les frigos, on veut refroidir de plus la source froide. Et donc, on s'intéresse à augmenter QF. Et donc, l'énergie utile, c'est QF, alors que W, c'est l'énergie consommée. QF et W sont reçus par le système. Et donc, ils sont les deux positifs, donc on ne met pas le moins. On a donc trois types de machines. On a les machines motrices, on a un seul type. Et dans les machines réceptrices, on a deux types, les pompes à chaleur et les machines frigorifiques. Par exemple, les moteurs d'automobile sont des machines motrices. Les pompes à chaleur, par exemple, le climatiseur. Et les machines frigorifiques, c'est comme le frigo d'un réfrigérateur. On veut augmenter ce rendement-là, le rendement ou l'efficacité. On veut avoir la valeur maximale possible. Euh, pour ce faire, on va utiliser un théorème appelé théorème de Carnot. Est-ce qu'on peut avoir un rendement égal à 1, par exemple, convertir toute la chaleur QC à W? On va voir ceci dans ce théorème-là. Pour établir ce théorème, on considère un fluide en contact avec deux sources de température TF et TC. Donc, on a une source froide et une source chaude. L'application du deuxième principe, on commence par le deuxième principe. On a une machine, donc c'est un cycle. L'ensemble des transformations forme un cycle. On applique le deuxième principe sur tout le cycle. Delta S est égal à 0, car delta S est une fonction d'état, donc il dépend juste de l'état initial et l'état final.
l'état initial égale à l'état final, et donc on a le delta S égale à 0. Or, delta S égale à S échangé plus S créé. S échangé, c'est SC sur TC, QC sur TC plus QF sur TF. Pourquoi? Car S échangé, c'est dQ sur T, sur T extérieur. Avec T extérieur, c'est la température à l'interface du système. Or, ici, on a deux interfaces. Cette interface-là, elle est en contact avec la source chaude et cette interface, elle est en contact avec la source froide. Donc, on divise l'entropie échangée en deux entropies. L'entropie échangée avec la source chaude et l'entropie échangée avec la source froide. Et donc, on obtient cette forme-là. C'est QC sur TC, QF sur TF. T, C et TF sont bien sûr des constantes. Plus SC égale à 0, on a dit car c'est un cycle. Le deuxième principe dit que SC est positif ou nul. Et donc, en utilisant cette relation, on obtient cette expression-là, ce qui donne cette inégalité appelée inégalité de Clausius. C'est l'une des inégalités ou des relations très importantes dans ce chapitre-là. Il faut savoir démontrer cette relation-là pour une machine diterme. Si on a une machine monotherme, on n'a pas de Q, mais on a un seul Q. On va le noter Q sur T et on aura donc Q, on aura donc Q sur T. Une seule T, c'est T0, c'est la température de la source. Ceci va être négatif. Ceci va être négatif, donc Q, c'est négatif. Si on a une seule source de chaleur, le transfert thermique est perdu par le système. Le transfert thermique est perdu par le système, on n'a pas cette source-là. Le transfert thermique est perdu par le système, donc W doit être reçu par le fluide. Donc, c'est une machine réceptrice. Donc, on ne peut pas construire un moteur en utilisant une seule source. C'est pourquoi on n'étudie pas généralement les machines monothermes. Maintenant, on va voir le reste du théorème. On a établi l'inégalité de Clausius. Cette inégalité devient une égalité lorsque la machine est idéale. Si la machine est idéale, toutes les transformations sont réversibles. Et donc, SC égale à 0, l'entropie créée égale à 0 si les transformations sont réversibles. Donc, cette somme-là devient égale à 0. Et donc, on aura ici une égalité, ce qui donne TF sur TC égale à moins QF sur QC. Si la transformation n'est pas réversible, on aura ici, euh, on aura ici euh, inférieur ou égal. D'autre part, en appliquant le premier principe, on a ici appliqué le deuxième principe pour établir l'inégalité de Clausius. Si on applique le premier principe, la transformation est toujours cyclique, donc delta U égale à 0. C'est l'état U final moins U initial. Et U final est égal à U initial car c'est un cycle qui est égal à W. C'est W total plus QC plus QF. C'est l'ensemble des transferts d'énergie subis par le système durant un cycle. W, c'est la somme des travaux de chaque transformation. QCE, QF, c'est l'ensemble des transferts thermiques durant les cycles. La somme égale à 0, donc on peut tirer W qui est égal à moins QC moins QF. Si on remplace dans l'expression du rendement et d'efficacité, on a pour les moteurs W égale à moins, état égal à moins W sur QC et moins W c'est QC plus QF. Et donc, on aura QC plus QF sur QC. En simplifiant, on obtient 1 sur QF sur QC. De même, pour les récepteurs, on obtient ces deux relations, cette relation pour les pompes à chaleur et cette relation-là pour les machines frigorifiques. Il faut faire attention à ce moins-là.
dans les machines frigorifiques, car l'expression ne contient pas un moins. Et donc, si on remplace W, on doit remplacer W par moins QC moins QF. Si on factorise par le moins, on aura finalement un moins ici. Si on utilise l'inégalité de Clausius, c'est-à-dire remplacer QF sur TC, QF sur QC est inférieur à moins TF sur TC, à partir de cette relation-là, on obtient ces relations. Pour le rendement, il est toujours inférieur ou égal à un rendement appelé rendement de Carnot, qui est égal à 1 moins TF sur TC, c'est la température de la source froide et c'est la température de la source chaude. La même chose pour le rendement d'une pompe à chaleur, elle est inférieure à TC sur TF moins TC. Et pour une machine frigorifique, on a le rendement est inférieur à l'efficacité est inférieure à une efficacité d'une machine frigorifique de Carnot qui est égale à TF sur TF, TC moins TF. Ceci est bien sûr positif. Ce moins-là, avec la simplification ici, va donner un terme positif. Et donc, on a montré que le rendement et l'efficacité est toujours inférieur à un rendement ou une efficacité qui dépend juste de la température des sources. C'est le théorème de Carnot qui s'annonce comme suit. Le rendement ou l'efficacité d'une machine d'iterme réelle est inférieur au rendement ou efficacité de la machine de Carnot fonctionnant entre les mêmes sources. C'est-à-dire, si on veut connaître le rendement ou l'efficacité maximale d'une machine d'ITER, il suffit de connaître la température froide et la température chaude des sources utilisées. Et puis, on calcule le rendement ou l'efficacité de Carnot et on détermine le rendement maximal. À partir de ces relations, on remarque que pour le rendement de Carnot, le rendement est toujours inférieur à 1, entre 0 et 1. Il est positif car TF est inférieur à TC, mais il est entre 0 et 1. Toujours pour les rendements, il est entre 0 et 1. Alors que l'efficacité peut être supérieure à 0. Pourquoi? Car ici, on a TF moins TC. Si la différence est grande, ce terme est petit et donc on peut tendre vers 0. Alors que si la différence est petite, on peut avoir des termes plus grands euh, que 1. Et donc, c'est pourquoi on fait la différence entre les deux. Le rendement est toujours inférieur à 1, alors que l'efficacité est supérieure ou égale à 0, et il peut être supérieur ou inférieur à 1. La, euh, pour le rendement d'un moteur, est-ce qu'on peut obtenir un rendement égal à 1? Pour obtenir un rendement égal à 1, ce terme doit être égal à 0. On a deux choix, soit TC tend vers plus l'infini, ce qui est impossible, on ne peut pas avoir des températures en pratique tend vers l'infini, ou TF égale à 0. TF égale à 0 Kelvin. Pour avoir une température égale à 0 Kelvin, il faut que toutes les particules soient au repos. Et on a dit, lorsqu'on a vu le troisième principe de la thermodynamique, que c'est impossible. C'est impossible pourquoi? Car lorsque toutes les molécules et tous les atomes sont au repos, à 0 degré, ceci contredit un principe en mécanique quantique, c'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Ce principe-là dit que l'incertitude delta x sur la position fois l'incertitude sur la vitesse delta v, le produit des deux incertitudes est toujours supérieur à h bar. H bar est petit, oui, mais si les particules sont au repos, si les particules sont au repos, alors toutes les particules ont une vitesse et une position bien définies. C'est pourquoi on ne peut pas avoir TF égale à 0. Et donc, le rendement est toujours inférieur strictement à 1.
même si on écrit qu'il est entre 0 et 1. Euh, on va donner des ordres de grandeur selon la température froide et la température chaude. Bien sûr, les températures ici sont des grands T, donc il faut donner les températures en Kelvin et non pas en degrés Celsius. Si on donne les températures en degrés Celsius, on n'aura pas le bon résultat. Car on peut avoir des 0 degrés C et donc on peut avoir l'impression que le rendement de Carnot est égal à 1. Alors que 0 degré, c'est 0 Kelvin. Pour une température froide de 20 degrés et une température chaude de 100 degrés C, un rendement de Carnot va être égal à 20%, 21%. Alors que les efficacités sont plus grandes qu'à 1. La même chose si on prend 0 degré C et 100 degrés. 0 degré C, 100 degrés, on aura 27%. C'est une augmentation très faible de rendement. Mais généralement, en pratique, lorsqu'on construit une machine, c'est pas seulement le rendement qui est important, c'est la puissance aussi. Et donc, c'est pas toujours, le but, c'est pas toujours d'augmenter le rendement, mais d'équilibrer entre un rendement optimal et une puissance optimale aussi. Un exemple d'application, on va terminer par un exemple d'application. On va considérer une machine réversible, c'est-à-dire idéale, le fluide caloporteur. Le fluide caloporteur est un gaz parfait. Le fluide caloporteur, calo, c'est calories, donc c'est la chaleur. Porteur, c'est-à-dire le fluide qui porte la chaleur. C'est le nom général des fluides utilisés, qui peut être des gaz ou des liquides. On utilise ici un gaz parfait pour juste simplifier les calculs. Ce fluide-là décrit un cycle ABCD, tel que AB c'est une détente isotherme à T chaud, BC c'est un refroidissement isobare, CD c'est compression isotherme, ATF c'est la température froide, et DA c'est une détente isobare. Euh, on trace le cycle. Pour tracer le cycle, on commence à partir de A, on a une détente isotherme. Isotherme, c'est comme 1 sur X, et détente, c'est-à-dire que le volume augmente et la pression diminue. Donc, de A vers B. Puis, il faut euh, tracer la transformation PC. Pour la transformation PC, on a un refroidissement isocore. Isocore, donc le volume est constant, et refroidissement, donc la température diminue. La température diminue et donc la pression diminue, car PV égale à nRT. C'est T diminue, P diminue aussi, à volume constant bien sûr. Et donc on aura une diminution de pression vers le point C. À partir du point C, on a une compression isotherme. Isotherme, donc c'est comme 1 sur X, mais on a une compression, donc la pression augmente et le volume diminue. C'est cette courbe-là. Et à la fin, on a une détente isobare. Isobare, donc pression constante, et détente, c'est-à-dire volume qui augmente, donc on aura la fermeture du cycle. On a 4 questions. Souvent, on a 5 questions. Voici 4, et la cinquième, c'est de tracer le cycle. Généralement, c'est la première question. Quelle est la nature de la machine? Pour déterminer la nature de la machine, c'est-à-dire déterminer est-ce que c'est une machine motrice ou réceptrice. Pour ce faire, on va voir quel est le diagramme qu'on a. On a un diagramme PV. Dans le diagramme PV, on regarde le sens de parcours du cycle. C'est le sens horaire, et donc c'est un moteur. Puis, il faut donner toutes les relations reliant PV et T des 4 points. Pour ce faire, on a deux choses. La première chose, c'est la nature des transformations. Isotherme, donc TA égale à TP. Isocore, c'est-à-dire VB égale à VC. Et isotherme ici, c'est-à-dire que TC égale à TT. Et isobare, c'est-à-dire PD égale à PA.
Et voici 4 relations. Et les autres 4 sont les relations des gaz parfaits. Car on a un gaz parfait en A, B, C et D. On obtient 8 relations. Et voici les 8 relations. Selon la transformation, on a 4 relations. Et selon on a un gaz parfait, donc on va écrire la relation de gaz parfait pour chaque transformation. Et pour ces transformations-là, en utilisant les notations données ici, P1, P2, P3, V1, V2, V3 et T chaud, T froid, on obtient ceci, ces relations-là. Ces 4 relations simplifiées. Et donc, il nous faut 4 données si on veut calculer les valeurs numériques. On a 4 relations. C'est un système de 4 relations qui sont reliées entre eux. Et donc, il nous faut juste 4 données. Car on a 8 variables. Les 8 variables sont P1, P2, P3, V1, V2, V3 et T chaud, T froid. C'est 8 variables. 8 variables, 4 équations. Donc, on a besoin de 4 données pour avoir les valeurs numériques de tout le reste. La troisième question, c'est de déterminer le travail et le transfert de chaleur de chaque transformation. Pour ce faire, il suffit d'utiliser ce qu'on a vu dans le dernier paragraphe du chapitre de premier principe. Pour une transformation isotherme, toujours dans toutes les transformations, on utilise le fait que W égale à moins P dV. Avec P égale à P extérieur, c'est la transformation était réversible, est égale à P du gaz si la transformation est réversible. Euh, et on utilise le fait que delta U égale à CV dt car on a ici un gaz parfait. Si on utilise ceci, on obtient ces relations-là. Selon la nature de transformation, on a W égale à NR T chaud car c'est TA. Et ln de V final sur V initial, V final c'est VP et VP c'est V3. VP c'est V3. Et ici on a V2 c'est VA. V2 c'est VA. V2, V3 est supérieur à V2, donc c'est positif. W c'est positif, on peut vérifier ceci ici. V2 et V3. V3 est supérieur à V2, donc c'est positif. Pour delta U, c'est 0 car isotherme. CV delta T. Delta T, c'est 0 car c'est isotherme. On obtient delta U égale à 0. Et on déduit Q en utilisant le premier principe. Toujours, c'est la méthode. On calcule W et delta U, on déduit Q. Q, c'est delta U moins W. Delta U, c'est 0, donc c'est moins W. On met le moins. Isocore, c'est-à-dire volume constante, ou or W égale à moins PdV. Moins PdV, donc dV c'est 0 et donc W c'est 0. On n'a pas de signe bien sûr. Delta U c'est CV, T final moins T initial. T final ici c'est TC et TC c'est TF, T froid. Alors que T initial c'est T de B, du point P. Et la température de point P c'est la température chaude. Et donc c'est TF moins T chaud. Pour la transformation ZDC isotherme, donc on utilise la même relation. On change juste les volumes et la température. Et pour une transformation isobar, P égale à constante, donc on fait sortir le P, moins P dV, voici moins P, et l'intégrale de dV, c'est V final moins V initial, VA moins VD, ce qui donne cette relation-là. V2 est supérieur à V1, mais on a ici un moins, donc le travail ici c'est négatif. Delta U pour une isotherme, c'est 0. Et delta U pour une isobar, c'est toujours CV, T final moins T initial. T final, c'est TA, c'est T froid. Et TD, c'est T chaud. Et on obtient cette relation-là. En fait, c'est l'inverse. On aura TA moins TD. TA, c'est T chaud. Moins T froid, qui est TD. On aura T chaud moins T froid. Pour déduire Q, toujours on utilise delta U moins W. Delta U moins W va donner ici moins W. C'est NRTF ln de V final
Ici, on a V final sur V initial. Ici, on a V initial sur V final. La même chose ici, c'est delta U moins W. Delta U, on a ici T chaud, ici T froid. On aura CV T chaud moins T froid, moins ce terme-là. On aura P1V2 moins plus P1V1. Si on utilise la relation de gaz parfait, on obtient cette relation-là. Bien sûr, en connaissant la relation de Maillard qui est Cp égale à Cv plus Nr. P1V1 va donner NRT1, ce qui va donner cette relation-là. Si on veut les signes, on a dit que W c'est positif, donc Q c'est négatif. Ici, T froid est inférieur à T chaud, c'est négatif. Ici, on a un travail négatif, donc une chaleur négative, puisque delta U égale à 0. La même chose ici, on a un travail, à partir de la relation, on a T chaud moins T froid, donc c'est positif. On a donc deux chaleurs négatives et deux chaleurs positives. On a un moteur reçoit de la chaleur à partir de la source chaude, donc reçoit de la chaleur, donc c'est positif. Donc l'ensemble des chaleurs positives sont QC. Et l'inverse, si les chaleurs sont négatives, on aura QF. Et donc, on peut attaquer la dernière question du rendement et d'efficacité. On a un moteur, donc c'est un rendement. On va calculer le rendement. Et pour ce faire, il faut juste utiliser la relation. On a état C moins W sur QC. QC, à partir de cette relation, c'est QCD plus QDA. QCD plus QDA. Alors que W, on peut utiliser les expressions qu'on a ici, la somme de toutes les expressions, ou on peut utiliser les Q, car on a la somme de toutes les W plus la somme de toutes les Q égale à la somme de toutes les delta U, ou or là, on a un cycle, donc c'est 0. Donc, W total égale à moins Q total. Et donc, moins W total égale à Q total, qui est la somme de tous les Q. En simplifiant ces deux avec ces deux, on aura 1. On aura juste Q de AP plus Q de BC, c'est ces deux-là, c'est QF sur QC. Toujours pour un moteur, on aura état égale à 1 plus QF sur QC. En remplaçant par les expressions à partir du tableau, on obtient cette expression-là, qui est NRT chaud ln de V final V3 sur V2. C'est cette expression. C'est pas celle-là, c'est AB. AB, c'est celle-là. Puis plus celle-là sur ces deux-là. Et donc, il nous manque un moins ici. Pour, on a fait la somme de ces deux sur la somme de ces deux. C'est Q froid sur Q chaud. Ou simplement inverser V3 et V2. On peut simplifier ceci un peu en remplaçant CV par sa relation en fonction de gamma NR. CV, c'est NR sur gamma moins 1. SCP, c'est gamma fois CV. Et donc, en simplifiant, on obtient cette relation-là. On simplifie par NR, bien sûr, et gamma moins 1. On obtient gamma moins 1, facteur de ce terme-là, plus cette différence de température fois ceci. Si on veut comparer au rendement de Carnot, il suffit d'utiliser le théorème. Toujours pour un moteur, état, le rendement est inférieur ou égal au rendement de Carnot, qui est égal à ici T froid sur T chaud, et non pas TC. T froid sur T chaud par définition. T froid ici c'était F et T chaud c'était SC. C'était chaud. Et donc, on peut essayer de montrer que ce terme-là est supérieur à ce. C'est tout pour la première partie des machines thermiques. La machine, principalement, c'est juste l'application du premier et du deuxième principe pour trouver les expressions des WQ et delta U. Et puis,
utiliser la définition de rendement et les relations qu'on a vues pour établir l'expression de rendement. Si on a des valeurs numériques, on calcule le rendement et on peut commenter est-ce que le rendement est très grand en comparant au rendement de Carnot, est-ce que c'est très petit en comparant au rendement de Carnot, ou est-ce que c'est dans le même ordre de grandeur, c'est-à-dire est-ce que c'est près ou non. Dans la deuxième vidéo, on va terminer le chapitre en faisant des machines qui provoquent des systèmes ouverts.